Bonjour et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, avec ce soir comme invité Laurent Fraissinet. Bonsoir Laurent. Bonsoir Eloi. Alors l'actualité internationale n'est pas très chargée en ce moment. Il y a cependant un événement qui nous a un peu intéressé. C'est le match Alexei Chirov contre Simen Hadgenstein. Donc Alexei Chirov, on le connaît, il est numéro 4 mondial, alors que l'autre, donc Hadgenstein, qui est un joueur norvégien, est moins connu. Alors Laurent, je crois que tu le connais un petit peu. Oui, je le connais un petit peu. Je sais qu'il a été dans l'équipe de Norvège au football. Donc, il a été professionnel de football, ce qui est assez impressionnant. Et il est dans les 100 meilleurs. Je ne sais pas s'il... Enfin, en tout cas, il était dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Peut-être Oui, il est plus classé maintenant. 111e maintenant. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur. Et il a donné beaucoup de fil à retordre à Alexei Chirov. Oui, alors ça c'est sûr, c'est-à-dire que le score entre les deux joueurs avant le match était de 5,5, 4,5 en faveur d'Alexei Chirov, donc c'est un écart minimum. Et là, ils se sont affrontés en Norvège dans un match en semi-rapide de 4 parties, de 15 minutes par joueur et par partie. Donc c'est des parties assez rapides. Et donc, à la grande surprise, donc Chirov part énorme favori, eh bien Alexei Chirov perd la première partie, Laurent, donc surprenant. Oui, voilà, mais comme toujours, avec son style d'attaque, Chirov a pris un peu trop de risques et voilà, il a perdu. Donc, après, c'est sûr, dans un match à 15 parties, perdre la première est assez embêtant. Ça c'est sûr, alors, mais d'autant plus que Hadgenstein a quand même un style très très atypique, très très curieux. On verra ça dans les parties qu'on va commenter. On va en commenter une en intégralité et peut-être un segment de la suivante. En fait, il cherche des ressources tactiques un peu curieuses dans toutes les positions. Alexei Chirov aussi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il semblerait qu'Hadgenstein ait bien tiré son épingle du jeu dans ce match. Oui, je crois qu'il a beaucoup de talent, c'est clair. Il n'a pas dû justement avoir beaucoup de temps pour travailler les échecs. Et donc, c'est vrai qu'arriver à ce niveau-là, en étant joueur professionnel de football, c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est la double vie de Simen Hadgenstein, clairement. En tout cas, là, il s'est un peu remis aux échecs récemment, puisque en l'an 2000, il a joué plus de 150 parties qui sont référencées dans la base de données. Il y en a en tout 1000, ce qui fait quand même un joueur qui a du métier, qui a fait beaucoup de compétitions, donc ça c'est important. Voilà, donc bref, le match commence, il gagne la première et finit la deuxième. Donc ensuite on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que Chirov a prévu de remonter dans ce match, parce qu'il suffit d'une nulle à Hadgenstein pour déjà réaliser quand même la moitié d'un exploit. Parce que match nul contre Chirov... Oui, match nul contre Chirov, c'est un exploit. Même 2,5 c'est un score tout à fait honorable. Oui, mais ça il l'avait déjà après 2 parties, il ne peut pas espérer décemment perdre les deux dernières. Au début du match, si on lui dit qu'il va perdre 2,5, 1,5 contre Chirov, il n'y a pas à rougir. Alors, c'est vrai que psychologiquement, on peut se demander dans quel état il était. Est-ce que son but dans ce match était de ne pas être ridicule ou bien de gagner le match ? On arrive souvent à ce genre de dilemme. Moi, j'ai joué justement face à Alexei Chirov et Michael Adams, donc 2 matchs très difficiles. Je crois que la première chose, déjà, on essaie de ne pas être ridicule. Et après, si on peut faire quelque chose, on essaie. Mais le plus important d'abord, quand on arrive dans ce genre de match, c'est de ne pas être ridicule. Ça, c'est la première chose qu'on se dit. Faut vraiment, c'est quand même assez important. Et après, au fil de la partie, on s'aperçoit que finalement, il y a une différence de niveau, c'est clair, mais que c'est pas si grand, le fossé est pas si énorme, et qu'on a une chance. Et là, c'est la preuve que finalement, un joueur qui est aux alentours de la 100e place mondiale, face à Alexei Chirov qui est numéro 4 mondial, il perd, mais sans plus. Disons que la surprise était clairement envisageable, clairement possible. À noter quand même... Alors, donc j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Je sais vraiment plus. Je pense qu'on va commenter la partie. Donc c'est la 3e partie du match. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le score dans la mesure où Hadgenstein a finalement perdu le match. Donc classement, Alexei Chirov premier avec 2,5 points et deuxième Simen Hadgenstein avec 1,5 point. Tout de suite, on va passer, Laurent, à la partie commentée. Donc on a choisi de commenter la 3e du match. C'est la plus tendue dans la mesure où Hadgenstein, donc s'il fait nul, réalise déjà l'exploit. Donc il a les pièces blanches, il peut jouer solide. Mais on va voir ce qui s'est passé dès que l'échiquier sera arrivé. Voilà, il est là. Et donc, nous allons commencer. Hadgenstein blanc, Chirov noir. Il joue D4, D5, voilà. C4, C6, cavalier F3, cavalier F6. Alors Laurent, je crois que tu es un peu un spécialiste quand même de cette ouverture, puisque tu joues beaucoup de slave, semi-slave. Donc c'est en fait la slave, c'est ces deux, cette formation de pions. C'est assez solide. C'est vrai que j'ai joué ça
J'ai joué ça depuis que j'ai l'impression d'avoir commencé à jouer aux échecs en jouant cette ouverture. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que je joue ça, je sais même plus ça doit faire depuis l'âge de 11-12 ans que je joue cette ouverture. Donc c'est vrai mais j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est à la fois solide et ça peut créer des contre-chances. Donc c'est très bien et je conseille à tous les jeunes joueurs de jouer cette ouverture. Alors, mais enfin, l'inconvénient quand même de cette ouverture, Laurent, c'est clair, c'est que la position va rester très calme, il n'y aura pas spécialement de complications. C'est plutôt un jeu de contre où les noirs subissent quand même la pression des blancs. Oui, enfin, il n'y a pas de complications. Quand on regarde le Gambit Botvinnik, par exemple, il peut y avoir des complications quand même. C'est un jeu positionnel et des fois, Shirov, quand on regarde les parties de Shirov sur la semi-slave, on se dit que finalement, ça peut être aussi une ouverture compliquée. Oui, c'est vrai que Shirov est connu pour réussir à mettre le feu au lac, c'est-à-dire des positions très tranquilles, très calmes. Tu parlais du Gambit de Botvinnik, Laurent. Alors, le Gambit de Botvinnik, c'est quand le fou donc blanc qui est sur la case C1 vient sur la case G5, pas tout de suite, mais enfin tout de suite c'est jouable également. Là, Wittgenstein choisit une variante plus modérée. Voilà. Bon, un des coups critiques, c'est comme le coup cavalier C3, qui aurait été ce coup-là. Qui laisse donc le pion C4 en prise momentanément. Les noirs peuvent le prendre et là on est dans la pure slave. Donc les noirs cèdent le centre, donnent un pion, obtiennent des compensations et c'est tout à fait jouable. Ici, Wittgenstein choisit le coup E3 qui a l'avantage de défendre directement le pion C4 et qui a l'inconvénient de boucher le fou C1. Voilà, donc c'est pour ça justement que beaucoup de grands joueurs, dont Kasparov, ont donné leur opinion sur ce coup-là et ont dit qu'ils ne pensaient pas que c'était, disons que si on cherchait la vérité aux échecs, on devait sortir son fou de case noire pour essayer de gagner. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours le faire. Et qu'ils ne pensent pas que, par exemple, Kasparov pense qu'après E3, les blancs n'obtiennent pas d'avantage. Donc cette formation serait inoffensive. Donc toi, quand on joue E3 et que tu as les noirs, tu te sens tout de suite en plus ou moins en sécurité. C'est une partie, mais disons que si on est à la recherche de la vérité, c'est clair que fou G5 doit être... disons que si un jour la semi-slave est réfutée, ça sera avec fou G5. Donc ça, c'est un avis, disons, philosophique, parce qu'il n'y a a priori aucune raison que ce soit fou G5 plutôt que E3 qui soit le meilleur coup. Bah si. Si, le fou est enfermé maintenant. C'est vrai, le fou est enfermé maintenant. Le fou est enfermé, donc c'est la raison. Donc débat d'ouverture. À noter que E3 c'est quand même très solide. C'est-à-dire qu'avec les noirs ça devient voilà, a priori délicat à gagner quand même. C'est le problème, c'est pas très agressif, donc ça peut pas être. Disons que fou G5 est certainement un meilleur coup, mais bon, c'est une partie. C'est une partie. Tout à fait jouable. Là, les noirs peuvent jouer le coup E7, E6. Voilà, E7, E6, c'est une petite faute déjà. Une petite faute. Petite faute. D'accord, donc le bon coup, théoriquement, c'est ce que E7, E6, disons, il y a beaucoup de problèmes. Après, fou D3, par exemple. Et maintenant, l'avantage, fou D3. Le coup normal est cavalier C3. À la place de fou D3, on peut jouer cavalier C3. Mais là, disons qu'on ne sait pas où va aller le cavalier blanc. Oui. Le cavalier B1. Donc, il peut aller en D2 ou en C3. Et c'est vrai que les noirs ont du mal à s'organiser contre ça. Et donc, c'est un petit ordre de coup, une petite subtilité à connaître. D'accord, donc quand on joue E3, on évite plus ou moins E6, c'est-à-dire qu'on rend E6, qui est donc la semi-slave, moins percutant. Voilà. À cause de fou D3 où les blancs gardent l'autre possibilité est A6 aussi. A6, intéressant, je crois que Morozevich avait dû jouer ça contre Kasparov, non? Quelque chose de similaire. Oui, c'est possible, je ne sais plus. Fou F5. Donc là, ça c'est le coup recommandé, très logique. On sort notre fou avant justement de l'enfermer avec le pion. En général, l'inconvénient d'avoir sorti son fou trop vite, c'est que le pion B7 se retrouve en prise. Donc, ça permet aux blancs de jouer des coups comme Dame B3. Bon, donc ici, Wittgenstein choisit fou D3. Ici, il est très tranquille, Simon Wittgenstein, puisqu'il sait que la nulle lui suffit donc pour faire au moins match nul si ce n'est mieux, c'est-à-dire mener 2-1 au score avec une partie restante. Donc, Wittgenstein était clairement pour, en tout cas, faire nul dans cette partie. Oui, mais on sait que quand on joue trop pour faire nul, en général, c'est très dangereux. Il y a le revers de la médaille. Voilà. Alors ici, donc, quand on a préparé un petit peu cette partie, Laurent, tu m'as dit fou G6 est plus fort que fou prend fou. Je sais pas, moi j'ai regardé, j'ai étudié les parties Karpov-Kasparov et je sais qu'il y a eu beaucoup de parties comme ça. Kasparov a toujours joué fou G6 et n'a jamais eu aucun problème et souvent il jouait pour le gain. Donc moi je préfère fou G6 personnellement. Mais bon. Alors à noter quand même que Kasparov joue souvent pour le gain. Enfin, oui d'accord, mais je pense que fou G6 de toute façon est le meilleur coup. D'accord. Bon ici fou prend D3 a été choisi, Dame prend fou, maintenant E6. Donc là si on raisonne d'une façon simple, a priori la position devrait être équilibrée puisque les blancs ont un fou
a priori moins bon que le fou des noirs, puisque le fou blanc est sur la même couleur que ses propres pions, mais bon, ça va. alors que le fou noir non. En revanche, les blancs ont un petit avantage puisqu'ils ont le pion en C4 qui met une pression sur le centre noir. C'est avantage d'espace. Ouais. Voilà, donc léger avantage d'espace, donc c'est une position à double tranchant. Les blancs font petit roc, les noirs jouent cavalier BD7. Et alors là, il y avait un spécialiste de cette position, c'était Mikhail Botvinnik, donc champion du monde d'échecs pendant très longtemps, qui jouait systématiquement le coup cavalier BD2. Alors, ça paraît curieux quand même ce coup. Et pourtant, l'idée est simple, c'est de jouer le coup E3, E4 très vite. Les noirs vont être obligés de prendre, on reprendra alors avec le cavalier, et ensuite le fou C1 va sortir sur la case G5. Donc ça, c'est l'idée des blancs, une des idées dans cette position, c'est de jouer le coup E3, E4. Et là, il a choisi de mettre le cavalier en C3, Wittgenstein, choix assez responsable, puisqu'après fou B4, eh ben, on a du mal à jouer E4. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est pas... Bon, ok, BD2 c'est intéressant pour jouer au 4, mais c'est vrai que ça fait une petite faiblesse en D4, quand même, ça fait des pions pas... je sais pas, moi j'aime pas trop, mais bon, je sais, de toute façon, j'aime pas la position des blancs, donc... D'accord, déjà, ton avis est fait. Alors, j'aime pas le concept. On va avancer un petit peu dans cette partie, Laurent, puisque les complications vont arriver. Voilà. Fou D2. Fou D2, donc on sort le fou. L'idée, c'est de probablement de reprendre en C3 avec le fou, si jamais ça se présente, et donc de jouer fou à 2 à 3, en toute logique. Alors là, les noirs peuvent jouer petit roc, mais ne le jouent pas. Ils préfèrent jouer A5. Est-ce qu'il y a une explication logique et rationnelle? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'il prend des 5, non? Ah oui, c'est vrai. Et c'est toi qui me l'as dit, j'ai demandé, j'ai posé cette question. Petit roc, c'est un coup possible, que les noirs auraient pu avoir envie de jouer. Mais là, il y a une petite pointe tactique assez intéressante et intrigante, c'est le coup cavalier prend D5, qui sort de nulle part. Alors l'idée est simple, si les noirs jouent fou prend fou, on fait cavalier prend cavalier, échec au roi. Donc, voilà. On va regarder la variante. Échec, les noirs reprennent. Et maintenant, on reprend en D2. Bilan matériel, les blancs ont piqué un pion. Voilà. Petite attaque éclair, donc ils ont un point de plus, donc une position proche du gain technique. Voilà. Et après cavalier prend D5, autre possibilité. Donc si on reprend le cavalier directement avec le pion, et bien à ce moment-là, c'est les blancs qui jouent fou prend fou. Oui. Et donc il y a toujours un pion de plus. Dernière possibilité, cavalier prend pion D5. Voilà. Pion prend D5 maintenant. Pion prend cavalier. Donc là maintenant, voilà, le fou est attaqué, donc il faut jouer fou prend fou. Il faut jouer fou prend fou. Et là maintenant, on joue pion prend E6 intermédiaire. Voilà. Pion prend E6, et donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a 2 pièces attaquées, donc les noirs ont une pièce de plus, mais les blancs attaquent 2 pièces, donc le fou et le cavalier. Les noirs ne peuvent pas défendre les deux. Par exemple, si je joue fou prend E3, continuons à mettre 2 pièces en prise. Eh bien, on joue pion prend F7 échec. Pion prend F7 échec, voilà. Ouais, et on a un pion de plus. Pion prend F7, tour prend, et ensuite on reprend E3 avec le pion. Un pion de plus. Un pion de plus. Donc ici, il y a un petit piège quand même. C'est qu'après fou D2, on menace, entre guillemets, de jouer cavalier prend pion D5. Pas vraiment pour Chirov, disons. Oui, c'est un piège, voilà, effectivement, c'est un piège pas vraiment pour Chirov. Voilà. Donc il part la menace facilement en défendant son fou en jouant le coup A7, A5. Qui en plus c'est un bon coup. Disons que l'idée maintenant c'est sur A3. Oui. Par exemple, si les blancs font A3 trop vite, peut-être qu'on pourra jouer quelque chose comme fou prend C3, fou prend C3 A4. Disons que l'idée peut-être ça peut être de pousser le pion, d'essayer de fixer. Alors là, bon. Mais là c'est pas possible justement dans cette position. Oui, parce qu'après fou prend C3, le coup A5, A4, on a effectivement envie de le jouer pour fixer les pions. Mais là, peut-être fou B4, c'est un problème. Oui, voilà, c'est le problème. Mais plus tard, je sais pas, je dis ça. Pas tout de suite, c'est pour plus tard. D'accord. Donc, dans cette position, A3 n'a pas été joué. Donc, justement, A3, ça peut être on peut montrer. A3, ça peut être un coup intéressant. Voilà. Donc, on va le revoir. Fou E7. Fou E7, le fou revient. Voilà. Et maintenant, le piège. Le piège classique. Le piège classique, donc qui est E4 maintenant. Donc, ça, c'est un coup effectivement que les blancs ont envie de jouer, puisqu'ils mettent une pression énorme sur le centre des noirs. Ici, ils menacent de jouer E4-5, donc d'avancer encore leur pion. En principe, les noirs sont obligés de prendre. On reprend avec le cavalier, on fait des échanges centraux et on a gagné la possession du centre. Mais là, je crois qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème, mais justement, dans cette position, je crois que ça marche pas, notre petit problème. D'accord. Alors, donc c'est très compliqué. Bon, maintenant, cavalier C5, c'est une thématique. Il faut toujours regarder ça. Alors, cavalier C5, coup thématique. Laurent, c'est curieux, le cavalier est en prise. Donc, c'est vraiment surprenant. C'est-à-dire que ce genre de piège, il faut quand même être au courant. C'est le piège d'Ilescas. Et donc, maintenant, pion prend C5. Mais il se trouve que ça marche pas dans cette position, justement. On va voir pourquoi. Pion prend E4. Oui. Et maintenant, on s'aperçoit que... Donc là, on va détailler un petit peu. On attaque la dame et le cavalier, et en même temps, la dame attaque la dame. Voilà. Donc si la dame bouge n'importe où, voilà. On prend le cavalier simplement. Si la dame blanche vient sur une case qu'elle a disponible, les cases pointées en rouge ici, on va reprendre ce cavalier,
avec égalité matérielle, mais les noirs auront une meilleure structure de pion. Voilà. Donc, dame prend dame, dame prend dame, tour prend dame. tour prend dame, et là qu'est-ce qu'on voit? Et là on a l'impression, et là maintenant cavalier prend pion. Alors bon, on va encore expliquer, parce que la pointe continue et on a toujours une pièce de moins, Laurent, dans cette position. La tour, cependant, attaque le fou D2, le pion E4 attaque le cavalier F3. Donc ça, c'est tout le problème des blancs en ce moment, puisque si le cavalier F3 bouge, le fou D2 est perdu. Et si le fou D2 bouge, le cavalier F3 est perdu. Donc voilà. On a une pièce de moins, mais on va probablement la récupérer. Donc voilà. Et maintenant, cavalier prend E4. Cavalier prend pion. Cavalier prend pion. Cavalier prend cavalier. Donc. Cavalier prend cavalier, pardon. Et là, fou prend pion, A5. Ah. Et c'est pour ça que ça marche pas dans cette position. D'accord. Donc maintenant, peut-être on va retourner en arrière. Alors, on explique. Donc en fait, retenez bien ce qui vient de se passer, c'est qu'en toute fin de variante, il y a un pion qui traîne. C'est le pion A5. Donc, voilà. Il se trouve, je me rappelais plus exactement de rendez-vous. Donc non, c'est A3. Donc c'est dans cette position. Voilà, donc A3. A3. Fou E7. Fou E7. Ouais, alors maintenant, E4 n'est pas jouable ici, à cause de pion prend E4. Pion prend E4. Donc ça c'est la véritable réfutation du coup E4. Hein. Voilà, ça c'est pas mon coup. D'accord. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Cavalier, et maintenant A4 ou cavalier prend E4. A4. D'accord. Voilà. Donc ici c'est positionnel tout simplement. Donc voilà, c'est positionnel. Mais maintenant, le coup joué par les blancs dans la première partie où ce piège a été, c'est une partie d'Ileska, je me rappelle. Les blancs ont joué, on peut montrer. Oui, dans cette position. Non, avant. Avant, d'accord. Avant, en fait, pour empêcher justement ce coup-là, ils ont joué B3 ici. B3 dans cette position. Voilà. Donc petit roc. D'accord. Donc là, on arrive vraiment sur le piège. Petit roc. E4. C'est la première partie qui a vu ce piège. Quai C5 maintenant. Quai C5, c'est donc on peut réexpliquer. Pion prend C5. Pion prend E4. Dame prend D8. Dame prend dame. Et là, on prend avec la F. Prend D8. Et voilà, on gagne le pion. Cavalier prend pion. Cavalier prend pion. Le pion A5 est plus en prise. Et le pion C5 va tomber tout de suite. D'accord. Et donc on va gagner le pion C5. Donc voilà, un piège thématique. Voilà, mais il faut faire très attention. Il faut vérifier quand même s'il marche ou si on peut reprendre de la tour F ou pas. Il faut toujours vérifier. Donc ici A3 n'a pas été joué, donc à cause de fou E7, elle est en une position tout à fait tranquille, tout à fait jouable. Wittgenstein là commence lui-même à un peu s'emballer. Il joue le coup C4, C5, qui en principe est une faute positionnelle puisque ça laisse le champ libre au noir au centre. C'est-à-dire que le coup E5, qui est donc un peu libératoire quand même pour les noirs, libérateur même. Suite E5, E4. Donc E6, E5 suivi avec la menace E5, E4, gagnant de l'espace et allant vers une attaque de mat sur le roi blanc. Oui, c'est clair que si les noirs arrivent à faire E4, bon, ça va mal se passer, mais bon, oui. c'est pas si facile. Quand même. C'est pas si facile. Alors, bon, l'avantage de ce coup, le dernier coup joué par les blancs, c'est que le fou, ici, va donc ne reviendra plus jamais en E7, a priori. Donc on va pouvoir jouer A3 en fait, le pari des blancs est que à L-Dame ils sont gagnants, c'est clair. Ils vont jouer avec B4, B5, ils vont échanger le fou. Oui, l'L-Dame c'est la partie gauche de l'échiquier. Donc voilà, la partie gauche de l'échiquier, disons, ils vont créer une rupture en B5 avec le pion. Donc en fait, voilà. Pour résumer, ils vont pousser leur de pion. Ils vont pousser leur de pion, voilà, ils vont échanger le pion A. Voilà. Hop, pousser en B5. Le pion B. Échanger en C6 et il y aura une faiblesse en C6. Il va avancer. Et en général, dans ce type de position, les blancs sont mieux. Mais bon, le problème, c'est qu'ils sont très mal à l'aile roi. Donc c'est l'aile-dame contre l'aile roi. D'accord, donc on se retrouve avec une dynamique, une course. Le plus rapide va vraisemblablement gagner. Voilà, donc en fait, on se demande si Wittgenstein jouait vraiment pour faire nul. Parce que c'est très tendu maintenant. Il aurait pu échanger des pièces, ne rien faire et probablement faire nul. Mais là, il va lui-même se jeter dans la gueule du loup. Enfin, en tout cas, provoquer des complications. C'est dangereux, mais bon, c'est vrai que s'il gagne 2,5, 0,5 contre Chirov, c'est beau. Ça peut-être qu'on se voit, je sais pas, ça m'est jamais arrivé de battre un joueur comme ça, mais peut-être qu'on se voit beau après. Hein, on commence à y croire, donc je sais pas. Après C5, Chirov joue petit roc, il faut sortir ses pièces. Et là, coup intéressant, le coup cavalier A4. Voilà, donc c'est pas mal. L'idée, c'est que le fou était pas très bon. Oui. Donc on préfère garder notre cavalier. Donc c'était dans la position précédente. Si on joue le coup A3, il y a bien entendu la fameuse séquence qu'on vous a déjà expliquée. Donc là maintenant c'est très mauvais. Fou prend C3. Supposons qu'on reprenne du fou. Je pense qu'on joue. On joue à 4. On joue à 4. Oui, on joue à 4. Donc on casse l'initiative des blancs côté gauche de l'échiquier, puisqu'il y a toujours cette fameuse prise en passant qui va casser la structure des blancs. Donc après petit roc, cavalier A4, coup intéressant. Cavalier E4. Alexei Chirov prend le sens, c'est normal. Et maintenant, donc, là, A3. A3, on chasse A3, voilà, c'est normal pour jouer B4 plus tard, pour essayer de gagner cette bataille à L-Dame, justement, le plus rapidement possible. C'est ça. Et en plus, c'est un coup qui a une double utilité, donc c'est bien, c'est un bon coup, c'est normal. C'est dans l'esprit. Fou prend fou, cavalier prend. On menace de jouer cavalier prend cavalier.
gagnons un pion. Les noirs peuvent prendre. Ils ne le font pas. Ils préfèrent un coup un peu atypique, mais non, enfin, probablement très thématique dans cette position, mais qui surprend toujours. Oui, c'est dans l'esprit. De toute façon, Chirov sait très bien qu'à l'aile-dame, s'il attend, il va perdre à l'aile-dame, donc il faut qu'il attaque à l'aile-roi, et donc F5. Là, ça permet de passer probablement la tour en F6 ou le cavalier, enfin, ça permet de faire pas mal de choses. F5 donc, permet effectivement d'amener la tour en jeu. Donc là, c'est une attaque directe qui se profile sur le roi blanc, hein, la dame qui passe peut-être sur la case G5, éventuellement le coup aussi E5 toujours. Voilà. Donc en fait, on essaie de stabiliser la case E4, provoquer les blancs à jouer F3 qui sera affaiblissant pour le roi, ou alors simplement on a mis notre cavalier et puis on va le tenir en E4 pendant très longtemps. Donc là, effectivement, il est hors de question pour les blancs de prendre, ça serait une faute positionnelle assez grave. On reprend du pion F. Ouais. La dame doit bouger, bref, les noirs ont ouvert la tour, ils vont jouer aussi E5, vont passer leurs pièces. Très belle position d'attaque ici pour les noirs, alors que les blancs sont complètement excentrés. Après F5, F3. Là, il y a un choix quand même. Soit on prend des deux, soit on prend pas. Mais j'ai un peu de mal à expliquer le choix de Chirov d'ailleurs dans cette position, qui décide de repartir en F6. Je crois que quand on lance une attaque contre le roi, là c'est peut-être une généralité que je vais dire, mais bon, plus on a de pièces, hein, plus on a de chances de mater. Donc en plus avec 2 cavaliers, c'est pas mal. Moi j'aurais fait pareil. J'aime bien les cavaliers. Non, mais bon, de toute façon, il faut garder le maximum de pièces si on veut mater. Dans ce type de position, avec même s'il attaque avec sa dame, sa tour et son cavalier, il va jamais réussir à mater. Hein. D'accord, donc en fait, il faut garder un maximum de pièces, c'est clair. Quand on veut attaquer, on garde des pièces. Il faut garder des pièces d'attaque. Donc ça, c'est un principe que vous pouvez appliquer, hein, effectivement. Quand vous voulez attaquer le roi de votre adversaire, eh n'échangez pas de pièces. Effectivement, bonne stratégie. Surtout que quand le cavalier des deux, ce qu'on peut voir, c'est qu'il ne va pas forcément servir à défendre, mais qu'il va plutôt aller sur le côté gauche de l'échiquier, donc l'aile dame. Oui, essayer de prendre l'aile dame. De toute façon, Chirov, il a perdu l'aile dame. Donc, bon, faut pas qu'il la perde trop vite, évidemment, parce que sinon, il perdra la partie. Mais bon, c'est pas grave. Donc le cavalier va pas empêcher l'attaque noire. C'est parti là donc pour la fameuse guerre de vitesse, la course. Je pense pas que les noirs soient mieux ici. Non, cette position doit être équilibrée, très probablement. Je pense que les blancs, je sais pas, j'aime bien les blancs, mais bon, je pense que Chirov a joué trop, je sais pas. B4, c'est l'heure, hein, effectivement. Puis on prend B4, puis on prend B4. Il m'a l'air un peu en retard dans la course, justement. Il y a B5 qui arrive en un coup et il a pas trop... Oui, il y a des pièces. Là, donc, une nouvelle généralité quand même, pour contredire un peu ce que tu es en train de dire, c'est que quand on attaque sur le roi, on va mater, alors que là, sur l'aile dame, qu'est-ce qu'il y a à prendre finalement? Juste un pion. Donc, il faut relativiser quand on prend ce pion, il y a tout qui saute. Hein. Oui, c'est ça qu'il faut. On contourne. Voilà, on contourne l'adversaire. Voilà. Après B4, dame E7. Donc Alexei Chirov veut jouer E5 et éventuellement E4. Là, c'est peut-être une erreur qu'il a fait. KB3, je pense que c'est une erreur. F4, pourquoi pas F4? Oui, ça effectivement, c'est la grosse question dans cette position. F4, pourquoi les blancs n'ont pas joué F4? F4, ça ferme complètement le jeu. F4 et B5 après, et puis ça va être dur. Et puis, ça va être très dur pour les noirs. B5, l'attaque se déroule d'elle-même, tout simplement. Je pense que je sais pas comment, c'est dur à juger, mais disons, bon, il y a G5 qui va arriver évidemment, il y a cavalier E4 et G5 ou quelque chose comme ça. Les noirs ont encore des plans, mais ça a l'air moins percutant que la partie. Ok, ça doit être à peu près équilibré, je pense quand même, parce que les noirs sont quand même ont de la ressource. Position donc complexe, difficile de donner des variantes simples, puisque c'est vrai que c'est une course, c'est pas évident à évaluer. En tout cas, K et B3, c'est un coup qui a l'air un petit peu méprisant pour l'attaque des noirs. Voilà. Puisque on déporte une pièce, on va complètement de l'autre côté. On lui dit, écoute, vas-y, attaque-moi. Oui. C'est exactement ça, hein, ce qu'est en train de faire le joueur norvégien. Mais Chirov, il relève le défi. E5. Donc là, on voit, ça y est, les pions noirs commencent à avancer. Là, c'est une sorte de rouleau compresseur qui arrive. Cavalier A5. Voilà, donc oui, il va prendre le pion B7. Il va piquer le pion B7, oui, ça c'est sûr. Carrément. Quoi. Une fois qu'on prend B7, après on peut envisager de revenir en A5 et d'aller prendre C6. Voilà. Pourquoi pas. Même d'aller en D6, hein, il y a une belle case en D6 quand même. Oui, bien vu, ça c'est vrai que c'est important. Une belle case en D6 en plus qui contourne bien, qui revient bien sur L roi, donc c'est pas mal. Quoi, quand on est en D6, on contrôle des très belles cases, notamment la case F5, la case E4, c'est important. Oui. Alexei Chirov joue E5, E4. Donc là il sacrifie, oui, donc il croit. Et non, il sacrifie pas encore, hein, puisque E4 ça attaque la dame. Donc pour oui, enfin il donne pas de drame. Oui, d'accord. Après pion prend E4. Là il sacrifie vraiment puisqu'il reprend avec le cavalier. Donc n'attaquant plus la dame, le pion B7 se retrouve donc en prise. À noter qu'il aurait pu reprendre avec le pion F par exemple. Oui, mais disons que l'attaque était ralentie. Après dame 2. Ce qui a l'air d'être un coup plus naturel a priori. Bon, enfin non. En fait non, d'ailleurs non, pas du tout.
Dame E2, et là, effectivement, Oui, on là, voit c'est pas, très dur. le cavalier F6 peut pas sortir, donc la dame ne Oui, non, passe là, pas, il y a- la là, tour c'est non plus, fini, là c'est terminé. Je pense que il a même pas envisagé Ouais. un dixième de seconde sous peu. Cavalier prend pion E4, sacrifice du pion B7 pointé en rouge. On a mis quand même un beau cavalier en E4. Ça, c'est Voilà, et il y a l'autre qui va venir. C'est pour ça, c'est l'intérêt de. Ouais, ça laisse passer l'autre cavalier peut-être C'est en l'intérêt G4. d'avoir regardé le cavalier. On sait jamais, hein, ça peut toujours servir de cavalier. C'est bien d'avoir regardé. Deux cavaliers valent mieux qu'un. Cavalier prend Voilà, B7, cavalier D4. Surtout que quand on regarde, bon, le cavalier de D2 est allé en B7 quand même, mais l'autre cavalier à A4 est quand même. Oui, pas très- il est resté là un peu trop longtemps peut-être. C'est sûr que si les noirs mettent pas, ça va aller, mais sinon c'est fini, évidemment. Cavalier à 5. Cavalier A5, donc on revient pour prendre encore un pion. Voilà. Le pion en C6, c'est assez logique. Chirov, lui, ça y est, bon, de toute façon, là, il a complètement abandonné l'aile dame. Il dit, bah écoute, tous les pions sont à toi, serre-toi, moi je m'en fous. Je mets mes deux cavaliers en E4 et G4. Maintenant, je passe la dame. S'il le faut, je ramène encore la tour. Et je joue mon va-tout, hein, tout simplement, je fonce dans cette position. Donc là, En plus, en partie de 15 minutes, ça doit être vraiment horrible pour les ouais, blancs. ça doit être assez terrible, ouais, de se prendre l'attaque comme ça qui arrive, on la voit arriver. Mais bon, il a cherché quand même. Donc, c'est mérité. Non, je sais pas, oui, c'est clair qu'il a cherché. Donc, en plus, contre Chirov, il faut pas y dire deux fois. Donc, bon. Faut pas dire deux fois à Chirov qu'il y a de l'attaque. Voilà. Donc là, il y a cavalier prend C6 qui était possible, mais qui perd de manière quasi forcée. Donc on peut montrer hein, le coup cavalier prend C6. Après, dame H4. Il y a une attaque de mat. H3. Regardez bien cette position, on va la voir par transposition de la partie normale. Quand je dis transposition, c'est un ordre de coups différent qui aboutit à la même position. Donc dans la partie, il a joué H3. Il y a eu dame H4, sacrifice de pièces. Et là, il aurait pu avoir cavalier prend C6 encore. Mais cavalier pour ceci, je pense que c'est vraiment. Cavalier prend C6, ça perd en ligne. Bon, enfin, c'est un coup quand même qu'on a envie de jouer. Pour plusieurs raisons. Hein. Ça permet toujours l'échec en Oui. E7, ramasser le pion D5 et revenir en F4, Là, qui va être une belle case de défense. C'est défendu en l'occurrence. Oui. Donc ça ne menace pas l'échec en E7. Bon, ça menace peut-être de jouer cavalier E5 et changeant des pièces. Oui. Enfin, ça remet les pièces en jeu. Mais là, il y a un gain terrible et foudroyant. Le cavalier E qui vient en F2, attaque la dame. La dame doit bouger. Donc par exemple en D2 Ou en E2, moi je préfère. ou en E2. De toute façon, c'est pareil. Il y a dame G3, menace mat, qui ici donc, est tout simplement imparable. Ou alors très Et oui, délicat à tour prend parer. F2, dame H2 carrément. Puisqu'après pion prend G4, on reprend avec le cavalier. Et donc c'est dame H2 et dame H1 mat. Donc on voit que Chirov donc, a donné une pièce, il a sacrifié une pièce vers le roi ennemi, a donné tous ses pions à gauche, et avec dame et cavalier, il arrive à mater. Donc il y a des variantes comme ça qui commencent à devenir assez significatives du fait que les noirs aient vraiment du contre-jeu. Oui, là je pense que c'est fini, oui. C'est avantage décisif. Non, Ici, il a trop, oui. il en a trop fait. Alors bon, autre question qu'on se pose dans cette position, donc on rappelle qu'Alexei Chirov vient de jouer dame H4, pourquoi on ne prend pas le cavalier? Bon, ça c'est Non, vrai simplement. que ça élimine quand même une pièce d'attaque. Hein. Ça c'est une question qu'on peut se poser, Laurent. Donc puis on prend un G4, simplement. Puis on prend G4, donc ça ouvre la colonne F, ça permet encore d'échanger des Enfin, pièces. ça menace surtout G3. Hein. Ça menace G3. G3 suivi de dame H2 mat. Oui. Et c'est imparable. Ça a l'air imparable. Ça a l'air imparable. Bon, peut-être tour F4 quand même, pour clouer le pion. Oui, donc on prend F4. On prend F4, puis on prend. Donc je crois que tu connais mon coup. Dame F2 échec. Ah non, G3. G3. G3 suivi de passage de la dame ici. Et en ici. plus, il y a la tour 1 qui traîne, donc ça. Ouais, Puis surtout, la grosse menace, c'est quand même cavalier F2 avec dame H1 mat. Cavalier F2 aussi. Avec dame H1 mat. Ouais, donc là, en fait, c'est incroyable ce qui se passe dans cette position parce qu'on voit les deux cavaliers blancs en A5 et A4 Voilà. qui sont complètement spectateurs, qui ne font rien du tout, qui sont là vraiment un peu par hasard. Ils ont accompli la moitié de leur mission, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont pris un pion, mais c'est tout. Ils n'ont pas créé de menace vraiment. Enfin, ils ont sérieuse. gagné le dame, disons. Ouais. Bon, ils ont gagné le dame, mais c'est pas suffisant. Pas assez vite. Dame H4. Donc là, Wittgenstein trouve un coup sympa de défense. Tour F3. Je crois que c'est plutôt du désespoir, non? Enfin, je Du sais pas. désespoir, il De empêche toute sa façon, dame il est obligé. d'entrer. Ouais, il est obligé. En G3. Peut-être que un des coups intéressants mentionnés, enfin trouvé à l'analyse, hein, c'est des coups complexes, c'est le coup tour A2, Oui, qui- ça doit être l'autre coup candidat. qui prévient donc le cavalier noir de venir en F2. C'est vrai que ça va l'empêcher de venir puisqu'il y a une tour de plus qui va défendre la case. En plus, on défend G2 et
Tour A2, c'était un bon coup de défense, mais le trouver en 15 minutes, c'est très difficile parce que c'est vrai que Laurent, c'est du semi-rapide. Tour donc A2, c'est pas facile. peut-être, je pense que c'est pas bon. De toute façon, Dame G3, peut-être. On peut même jouer Dame G3, peut-être. Dame G3, il y a pion prend G4. toujours. Oui, pion prend G4. C'est chaud. Alors, C'est- on je va pense que juste mentionner, puisque là, il y Je a, pense que c'est très dur. il y a- Je vois pas on va quand même montrer des ressources Les pour les blancs. cavaliers sont. Dame G3, pion prend G4, pion prend G4. G4 simplement. Avec l'idée Dame H4 ou tour prend F1 et tour F8. Je sais pas, Dame H4, G3, très dur à empêcher. Ouais. Enfin, je sais pas si ça marche vraiment. Il y a peut-être une idée aussi avec G5, cavalier H3 ou cavalier F3, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de. Il y a une initiative Oui, c'est horrible. assez considérable. Ouais, oui. C'est vrai qu'on n'aimerait pas avoir les blancs dans cette position contre un joueur comme Shirov. Ouais. Ça n'inspire pas spécialement confiance. Donc il a joué tour F3, cavalier G5. À noter quand même que pour l'instant, les noirs, même s'ils ont beaucoup de pièces en prise, ils ont finalement qu'un pion de moins. Ouais. Donc pour l'instant, rien de Non, grave. les blancs ont pion. Les noirs ont un pion de moins. Les noirs ont pion de moins, oui, voilà, d'accord. Dame 2. Cavalier prend F3, cavalier prend tour. Et- Ça c'est logique. Donc là, c'est pas encore très grave. Si s'ils arrivent à perdre qu'une seule qualité, les blancs, c'est C'est pas ça. En parce fait, qu'ils ont gagné le dame, donc ils ont vont quand même avoir beaucoup aussi de pions. à donner leur tour. Bon, ils ont donné une tour, mais ils ont éliminé le cavalier qui était en E4 très très méchant. Oui. Donc c'est un sacrifice de qualité positionnel. Cavalier prend tour, dame prend. Donc là, on peut se dire, bah, ça y est, les blancs ont réussi à tenir. Maintenant, ils vont manger C6 ou alors jouer cavalier B6 peut-être, Oui. ou pousser leur pion B. Maintenant, ça va se jouer à l'aile dame. Mais c'est là que Shirov dit non. Non, l'attaque continue dans cette position. Donc tour à E8, joli coup d'attaque. Cavalier prend pion C6. C'est vrai que ici, ça commence à être délicat de Oui, proposer là, c'est- des défenses. Là, c'est fini. Oui, c'est Puisque clair. bah oui, l'attaque continue, elle est de pire en pire en fait. Il y a de plus en plus de pièces à l'attaque. On peut toujours pas prendre en G4 puisque c'est le pion F qui reprend Et qui après G3. avec G3 qui vient et c'est le mat forcé. Donc ici, bon, qui prend C6, contre-attaque quand même sur le pion D5. Notez que les blancs, c'est vrai que s'ils arrivent à ne pas se faire mater, Oui, il faut pas Ils qu'ils vont s'en fassent, sortir. faut pas que les noirs. Faut pas que les noirs craquent, c'est clair. Il faut qu'ils jouent des coups précis jusqu'à la fin. c'est vrai qu'émotionnellement, si on inverse les adversaires, si on dit bah, c'est Shirov qui a les blancs et Adgenchen qui a les noirs, il y a toujours un effet psychologique qui joue comme Oui. ça, Laurent. C'est qu'on se dit bon bah Shirov a tout vu, ça y est, il pique les pions, il est pas quand mat. même pas. et- Non, je pense que. Non, il y a une part Non. d'objectivité. Oui, ouais, je pense que non. Les noirs, de toute façon, qu'est-ce qu'il a, il a joué tour point 3 Il a joué tour point 3, oui. Tour point 3, dame prend D5, échec. Ouais. Roi Là, H8, tour 1 mat maintenant. tour 1, mat. Le mat du couloir, donc thématique, avec le quai G4 qui contrôle les cases H2, F2, le pion G2 qui bloque le roi. Donc le roi serait enfermé, et puis avec la tour ici, on attaquerait les 3 autres cases, ça serait mat, effectivement. Donc là, pion prend G4 est forcé, il n'y a pas le choix. En fait, Alexei Shirov a réussi à forcer son adversaire à prendre le cavalier, finalement. Donc bah, il y a eu nul déjà au minimum pour les noirs. Enfin, il y avait tour 1 qui faisait nul minimum. Ouais, tour 1, bon, on va commenter. Ça, on commente pas pour l'intérêt dans cette position-là, puisque les noirs peuvent faire mieux, mais tout simplement par le fait que c'est une nulle thématique. Donc c'est un échec perpétuel que les noirs peuvent faire, avec la dame qui enferme le roi. Donc dame H4 échec, le roi doit revenir en G1. On fait échec, donc là, en fait, on fait un petit quart de tour. Le roi remonte, on refait échec, et on répète les coups, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est le pion en G2 qui bloque, le roi qui se balade sur ces deux cases, et la dame qui se balade sur ces deux cases-là. Et on répète les coups comme ça, c'est symétrique, et c'est échec perpétuel. Donc ça peut vous sauver dans certaines parties, il peut y avoir des sacrifices avec... Et ce qui est bien, c'est que si on connaît le thème, on peut le calculer très longtemps à l'avance. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est important de se familiariser avec ce genre de thèmes qui peuvent arriver. Pion prend G4. Bon, la menace, Laurent, on la connaît, hein, on l'a Ouais, c'est assez G3. mentionné, G3, suivi du mat. Donc là, cavalier E5. Donc il faut mentionner un dernier piège, si F2, si G3. Si G3, oui, si G3, ça ne marche pas. Donc maintenant ils perdent les. Alors, c'est carrément... Cavalier F7. Ils perdent. Cavalier F7, deux possibilités. On est échec au roi. Le cavalier fait échec. Soit on prend le cavalier Voilà. avec la tour, soit le roi vient en G8. Alors, on va regarder la première qui est la plus Tour simple. prend. Euh, Là, on va échec là-bas. Dame Voilà. tout au fond en A8. Donc on voit que les noirs peuvent interposer des pièces. Hein, pour l'instant, Ouais, ils peuvent tout donner. Si vous- Les noirs peuvent Ils tout peuvent pour donner se défendre. la dame et les deux tours. Alors, dame D8, dame prend. Effectivement, Ouais. on a donné la dame, on donne la tour. Dame prend, Et voilà. on donne l'autre tour. Mais c'était à chaque fois les meilleurs coups quand même. C'est sans issue. Ouais, Voilà. c'est les meilleurs coups, c'est ce qui retarde le plus le mat. Mais là, C'est des coups d'ordinateur. il n'y a plus rien à donner. Donc ça y est. Ouais, donc maintenant quel F7? Donc cavalier F7 échec. Si la tour prend, mat du couloir. Roi G8. Si roi G8,
Échec D'autres double. possibilités. L'échec double en H6. Donc quand on dit échec double, ça veut dire qu'il y a 2 pièces qui le donnent simultanément. Voilà. Donc le roi est obligé de bouger toujours quand il y a un échec double. Oui, puisqu'on peut pas prendre 2 pièces en même coup. Voilà. Autant on peut attaquer le roi avec À 2 moins pièces en même temps qu'on- par une découverte. on bouge avec quand on essaie avec le bras, mais bon, c'est pas. Ouais, on peut prendre les 2 pièces, mais c'est pas légal en tout cas. C'est pas légal. Roi H8 forcé. Et maintenant, à Donc toi là, on de- peut se dire on fait nul. Mais non, il y a la thématique. Faites-vous la main. Faites-vous la main. Donc ça, c'est le nom des exercices dans une revue d'échecs. Dame G8 échec. Voilà. Le roi ne peut pas prendre la dame puisqu'elle est défendue par le cavalier. C'est la tour qui prend de manière forcée. Et là, on a donné la dame, mais on a mis le roi noir dans un cercueil de pièces amies qui fait qu'il peut plus bouger. Et on lui assène le mat dit elle est étouffée. Voilà. Le mat, elle est étouffée. Le mat elle est étouffée puisque le roi est D'ailleurs, c'est. c'est parlant. Oui, c'est vrai que c'est assez. C'est bien trouvé en tout cas. Donc ici, après cavalier E5, il y a un piège. Si les noirs jouent le coup G3, eh bien il y a le cavalier F7 avec soit le mat du couloir, soit le mat elle est étouffée au choix. Mais bon, Chirov a vu plus loin. Il fait dame F2 échec, d'abord. Le roi monte en H1. Monte, Enfin, oui, non. il fait ce qu'il peut en tout cas. Ouais, le roi fait ce qu'il peut. À noter, ouais, bon, sur roi H2, il y avait tour H3 mat, hein, tout simplement. Ouais. Puisque le pion G2 aurait été cloué. Roi H1, donc forcé. Et là, c'est l'heure de G3. Voilà, donc le mat du couloir qui va être assez dur. Le mat du couloir en E1. À noter quand même que la dame F2 est venue contrôler la case F7. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a plus donc cette mauvaise surprise cavalier F7 échec. Voilà, et on va prendre. Bon, disons que le seul coup, ça serait cavalier F3. Cavalier F3 dans Mais cette bon, position. Tour, n'importe laquelle. Pas n'importe Est-ce qu'on peut jouer joli peut-être, Laurent? Tour en échec. Ah, on peut jouer joli. On peut jouer joli. T'es sûr que. Non, ça ne marche pas. Alors, Non, ça ne marche ça pas. ne marche pas. Ouais, donc c'est justement c'est joli puisque là on peut se dire après tour prend, dame prend, cavalier prend et là on assène le mat du couloir. Ouais. Donc ça c'est joli. Ça, c'est joli. Mais en fait dans cette position ça marche pas puisque les blancs sont pas obligés de prendre la dame. Ouais, ils peuvent jouer cavalier G1. Ils jouent le cavalier G1. Bon, ça doit Ouais. gagner quand même. Ça gagne Quelque probablement part. puisque on n'est pas obligé de vraiment, mater là. sur cette rangée-là, mais on peut aussi mater sur celle-là. En fait, c'est pas sûr hein, que ça gagne quand même. Parce que maintenant, c'est pas si facile et les pions vont vite. Hein. Le pion C va Bon, avancer très en tout vite. cas, ça sera un peu joué avec le feu. En tout cas, Oui. on n'a pas besoin de ça. Dans Donc, cette position, sur après cavalier F3, on peut jouer tour prend F3. je pense qu'on doit pouvoir prendre F3. Menace dame F1. Menace de le mat du couloir comme ça. Et si pion prend. Puis on prend Non, damage de mat. damage ça de ira mat, plus ouais, vite. c'est bien aussi. Damage de mat en un coup. Donc voilà, le baiser de la mort. Peut-être avez vu le mat en 3, c'est déjà. J'ai vu le fait mat des en 3, progrès. c'était bien aussi. Donc voilà, donc belle victoire d'Alexei Chirov dans cette troisième partie. Le match est donc, le score est d'1,5 partout après cette, Voilà. cette brillante attaque. Donc bon, c'est quand même, les deux joueurs étaient d'accord pour faire une belle partie. Hein, on peut Oui, mais de toute remarquer. façon, quand on joue des semi-rapides, je crois que n'importe qui, tout le monde est d'accord pour faire des belles parties. Hein. Bon, c'est-à-dire que c'est un peu embêtant d'être le punching ball. Quoi. Wittgenstein, il a dû. C'est un peu vexant quand même d'être. De se faire taper dessus comme ça. Même si on a fait une belle partie, bon, remarque, comme dit un proverbe, il faut être deux pour faire une belle partie. Donc, Oui. Mais bon, c'est dommage d'être le punching ball. Quoi. Voilà, c'est juste le petit problème. C'est Alors, un peu vexant. Maintenant, on va montrer, bon alors décidément pas de chance pour Wittgenstein, on va montrer la partie suivante du match, mais juste un fragment, c'est cette position, cette partie-là. On va aller directement vers la fin, puisqu'il y a une séquence très amusante qui montre bien alors, les styles respectifs des deux joueurs. C'est assez excellent, donc c'est par ici, dans cette position-là, ça dure pendant très longtemps. C'est un harcèlement de roi. Alors c'est tout à fait excellent. J'ai vu Voilà, cette ça position commence Gérard ici rapidement, à peu mais- près, hein, on va dire. Donc il y a déjà eu des complications terribles. On n'a pas choisi de commenter cette partie parce qu'elle est incommentable, tout simplement, Laurent. Je sais On pas, peut- Gérard rapidement, je sais pas. C'est- J'ai vu que les Blancs avaient une petite initiative, mais sans plus. Mais bon. Partie Ouais. extrêmement compliquée. Wittgenstein a trouvé des ressources de défense ingénieuses et complètement improbables. Finalement, il arrive presque à s'en sortir, puisque dans la position que vous avez à l'écran, il y a égalité matérielle, c'est-à-dire qu'on compte les Non, pions non, 3 non. contre 3. On peut compter si tu veux. Il y a 4 4 pions. contre 3. Voilà. Oui. Ah oui, alors, il y a un pion de plus pour les noirs. Il y a un Furtus pour un jour. Oui, qui va très vite être récupéré, mais enfin, 4 contre 3. Donc, avantage matériel pour Wittgenstein. Foot couleur opposée, donc ça joue, hein, puisque on dit que les foot couleurs opposées en finale Favorise ça fait nul, l'attaquant. mais là c'est pas tout à fait une finale, donc c'est encore du jeu, donc ça, effectivement Laurent, ça favorise l'attaque. Et c'est ce qu'on va Celui voir. qui a, enfin, pas l'attaque, celui qui a l'initiative, disons. Oui, C'est oui. plus juste. Cavalier E4, joué Voilà. par Chirov.
donc attaque la tour Voilà, donc et pion. c'est logique. Donc ça va arriver à égalité matérielle. Tour F4, cavalier prend C5. Là, il y a égalité matérielle. Et on s'aperçoit que le roi est quand même un petit peu mal à l'aise, mais bon. Ça va être sur le thème de la fourchette, cette fin de partie. D'accord. Donc alors, tout de suite une menace, fourchette. Voilà. Donc cavalier E6 qui attaque le roi et la tour. Donc gagnant la tour. On ne sait pas trop comment paraît ça, on voit pas trop de cases intéressantes pour la tour, d'autant plus qu'il y a des problèmes qui surgissent dans tous les coins. Par exemple, après tour C4, donc on met la tour sur une case, mais ça ne marche pas. Il y a cavalier E6 échec, roi E7, forcé, et là l'échec à la découverte. Donc ici c'est une première variante, les noirs ne savent pas trop quoi faire, mais Wittgenstein a remarqué un motif géométrique assez amusant, toutes ces pièces sont sur case noire, ce qui lui permet donc de mettre le roi en E7, donc où que le fou aille, ça va provoquer un échec à la découverte. Mais comme le fou reste malheureusement sur case blanche, il est obligé, c'est le fou de case blanche, il ne peut pas changer de couleur, et il ne peut pas aller prendre des pièces noires. Donc le fou, voilà. Donc il n'y a pas de souci, pas d'échec à la découverte qui sont bons. Voilà. Chirov continue, il joue cavalier E6. À mon avis, il devait plus rester beaucoup de temps, mais bon, c'est assez impressionnant. Enfin bon, on va voir. Problème pour trouver des cases pour la tour. À noter que si elle va sur des cases blanches, oui, elle va se faire prendre. Il va y avoir des échecs à la découverte possibles. Notamment la case 4, tour F6, on continue à tenir. Cavalier G5. Donc là, Chirov, en fait, ne menace rien, a priori. Mais avec force. Mais les noirs ne savent pas trop quoi faire, puisque dès qu'ils bougent, ils peuvent se mettre sur une case blanche et il y a toujours cet échec à la découverte. Oui, c'est très rapide, ce genre de position, et vraiment, c'est le cauchemar. Mais... Ouais, c'est terrible. La faute est très très proche. Oui. Fou D4, donc là, il ne se mouille pas, il joue un coup de fou. Le fou étant sur case noire ne sera pas pris par le fou de case blanche. F3. Voilà, très bien joué, évidemment. Oui, surtout ne pas faire de menace quand on est en crise de temps. Oui. C'est-à-dire que pour l'adversaire, c'est très stressant qu'il n'y ait pas de menace directe. Est plus forte que son exécution. Donc cavalier E4 qui va arriver certainement bientôt. On le laisse planer. On le laisse dans le vent. Voilà. Tour D6. Wittgenstein attaque le fou D7. Fou B5 échec. Ouais, donc le roi ne peut pas aller en F6 à cause le rond de la fourchette. Il ne peut pas aller en D8 non plus à cause de la fourchette, donc il va aller en F8. Hein. C'est très mathématique. C'est bien en général dans ce genre de... C'est assez agréable d'avoir un coup forcé comme ça on ne se pose pas de questions et on joue le coup, tant pis. Même si on est perdant, pas besoin de calculer, on joue le coup et puis voilà. Tous les autres coups droits étant évidemment perdants. Fou C4, donc Alexei Chirov il continue à mouliner. Voilà. Parce que là, toujours pas spécialement de menace directe, enfin quoique ça menace de se profiler. Par exemple cavalier E6. Oui. Fourchette. En fait, c'est. Cavalier 6 gagne tout de suite, oui. Cavalier 6 on espère. Qui va gagner. Si c'est au blanc de jouer. Rapidement, oui, puisque après roi 8, il y a fou B5 mat. Oui. Non, il y a cavalier 6 encore. Ouais. Fou E3, donc on enlève le fou de cette case des 4. Ah, d'ailleurs, c'est la partie. Ouais. Cavalier E6. Oui, là c'est fini, là, c'est clair. Ouais. Roi 8 forcé. Fou échec. Fou B5 échec. Oui, alors là, quand il y a une pièce clouée en général comme ça, c'est pas. Cavalier C6, oui, mais c'est pas terminé en fait, puisque la pièce clouée, on peut pas vraiment trop en profiter. À noter que le cavalier blanc est quand même en prise pour le moment. Dès qu'on fait un échec, le cavalier noir va se déclouer. Et puis on peut pas l'attaquer pour l'instant, ce cavalier, donc pas de problème. Fou C4. D'ailleurs, Alexei Chirov décloue. Non, mais en fait, ça dure très très longtemps. Il y a un échange de coups, un échange de frappes tactiques et de petites astuces qui dure très longtemps. Cavalier D4. Donc les noirs évidemment cherchent les échanges. Là, en cas d'échange de cavalier, c'est nul immédiatement. Oui. Cavalier C7 échec, Alexei Chirov n'est pas d'accord. Il y a des cases piégées pour le roi noir. Donc il peut pas aller, en gros, il peut pas aller sur la deuxième rangée. Oui, il est obligé d'aller sur la première trace. Voilà, parce que s'il vient au 7 et D7, il y a cavalier B5 échec, celui de cavalier prend tour D6, qui défend la tour B7. Donc ça ne va pas. Roi D8, cavalier D5. Le cavalier de Chirov, c'est un cavalier magique, il n'arrête pas de bouger partout, il gesticule dans tous les coins, mais là il est sur une très belle case, puisque ça contrôle plein de cases très intéressantes. C'est une case centrale, hein. Les cases centrales contrôlent quand on est à n'importe quelle pièce, quand on est sur une case centrale, c'est là où on atteint le maximum d'activité. Oui, et puis en plus là on contrôle les cases près du roi, en plus on attaque le fou, donc c'est très efficace. Fou G5. F4, alors ça c'est bien joué. Ça mange pas de pain. Ça fait participer un pion à l'attaque et ça décale le fou, ça va le mettre sur une case où il n'a pas spécialement. Oui, disons que le fou G5 est assez stable là, donc c'est vrai que c'est bien qu'il choisisse sa diagonale. Oui. Fou H4, ça y est, il a choisi. Oui. Tour G7, ne menace rien, a priori, mais toujours, on ne sait jamais s'il y a une menace ou s'il n'y en a pas, c'est ça qui est curieux dans cette position. Cavalier F5, tour G8 échec, roi D7.
On a l'impression qu'Adenstein est très proche de s'en sortir systématiquement. Mais bon, là, ça doit être horrible, il doit avoir un peu avoir de temps. Et tout pour les deux, mais oui. bon, c'est tellement plus facile à jouer pour les blancs que... Roi F3, là, Alexei Chirov, c'est beau ce qu'il fait, il amène la dernière pièce en jeu, il monte le roi. Ça, c'est quand même assez normal. Quoi. C'est normal, mais c'est quand même... Surtout que la menace était tour prend cavalier, avec cavalier au 3 échecs. C'est pas un réflexe qu'on a systématiquement, d'aller monter le roi quand il y a encore beaucoup de pièces comme ça, c'est pas forcément forcément menace tour prend cavalier, donc il doit bouger son roi, autant le mettre au milieu. Roi F3, cahier des 4 échecs, roi E4, attaque le cavalier, et là, probablement la faute décisive. La cagade. La cagade, cavalier E6, il a fini par craquer, à noter que fou F2, et c'était reparti, je pense, pour encore de nombreux coups à visser dans tous les sens. Hein. Oui. Donc la position a l'air complètement nulle, mais en fait, elle est jouable à l'infini. C'est un des trucs qui est assez sympathique dans les échecs quand même. Surtout pour les blancs. C'est une position surtout disons sympa que pour les blancs. C'est pour les noirs. En plus, quand on perd ce genre de partie, c'est vrai que c'est un peu dur. Hein. Alors on va expliquer la cagade quand même. Oui. Cavalier E6, c'était la case du roi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le roi, sur un échec, serait venu sur cette case. Maintenant qu'il ne l'a plus, eh bien, il y a fou B5 échec. Donc là, on voit que les pièces blanches font un travail fantastique. Le cavalier qui contrôle C7 et E7. Le fou qui contrôle donc C6 et D7. Et la tour qui contrôle E8, D8, C8. Donc tour C6 et après... Donc là, le roi est enfermé. Donc tour C6 forcé. Qui achève. Et là, donc la tour est clouée, c'est terminé. On ne prend jamais les pièces clouées en plus, c'est très important comme règle. Il ne faut jamais prendre les pièces clouées, donc voilà, Chirov connaît cette règle. Donc il faut attendre que l'adversaire se décloue pour prendre la pièce. Oui, c'est-à-dire qu'on gagne du temps en fait. Donc voilà, belle transformation de Chirov. Enfin, à noter quand même qu'il y a une belle défense d'Adenstein parce que c'est pas évident, les gaffes sont proches à tout moment. Et il finit quand même par perdre. Cavalier aussi, ce qui est pas terrible. Cavalier aussi, c'est la cagade, effectivement. Donc finalement, Chirov gagne les 2 dernières parties et s'impose dans ce match. Je crois que quelqu'un comme Leco, par exemple, aurait tenu assez ça facilement. Oui. Je crois qu'il a fait ça. Je crois qu'il est. J'ai discuté avec beaucoup de grands maîtres qui m'ont dit qu'ils pensaient que en fait Leco est peut-être le meilleur joueur du monde. Bien sûr, hein, il y avait Karpov avant, mais maintenant ça doit être le meilleur joueur du monde en défense. Défense, il y a Kramnik aussi quand même. Oui, il y a Kramnik, mais bon, Leco est vraiment. Quand on regarde ses parties, on est quand même assez impressionné. Kramnik est plutôt quand même. Il aime bien l'initiative, Kramnik. On va parler un peu de l'actualité internationale et française, Laurent, puisqu'il y a 2 tournois qui arrivent. Il y a le premier tournoi, c'est le tournoi français, Capelle-la-Grande, que tu vas jouer. Que je vais jouer, oui. Donc je vais jouer dans l'enfer de Capelle. L'enfer de Capelle, alors pourquoi est-ce qu'on dit l'enfer de Capelle ? C'est parce que c'est un énorme open où il y a énormément de joueurs soviétiques avec des petits classements qui arrivent et qui sont très très forts, très très pointus. Donc il faut aller dans ce tournoi pour jouer contre des bons joueurs. Moi j'y vais parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à un tournoi de partie longue. Donc voilà, pour jouer contre des bons joueurs, juste pour entraîner sans aucune... très relax. Donc rappelons que tu as quand même 2581 points Elo, tu vas être dans les 5 ou 6 meilleurs de ce tournoi. Même pas, je crois. Je vais être 10e. Ah oui, 10e, c'est ça. 10e, il y a une centaine de titrés, donc c'est assez impressionnant. Oui, c'est ça. Il y a toujours plus de 100 grands maîtres, 650 joueurs, 300 joueurs internationaux. C'est un des plus beaux Open français. Donc Open, c'est le plus bel Open français, c'est clair. Oui. Et le plus fort de loin. Et c'est un des meilleurs surtout du monde, là carrément, pour le coup, puisque c'est vraiment extrêmement fort. Actualité très importante, il y a également le tournoi de Linares qui arrive. Donc dès la semaine prochaine, on fera une émission spéciale dessus, avec commentaires des 2 premières rondes. Donc Jacques Albilière sera notre invité la semaine prochaine. Donc 6 joueurs, un très très beau tournoi. Bon, Linares c'est très connu, ça fait 10 ans que ça existe, ou peut-être même 15. Cette année, petit bémol, il n'y aura ni Kramnik ni Anand. Donc je vais donner la liste des joueurs et tu vas me donner une analyse en fait après chaque joueur. D'accord. Donc on commence par Kasparov. Gros favori. Donc voilà, Kasparov, gros favori, oui, c'est clair. Karpov. Un peu vieux pour ce genre de tournoi. Has-been. Voilà, has-been. Karpov, has-been. Donc bon, c'est vrai. Peter Leko. Peter Leko, plus 1. Il va finir à plus 1, je pense. Un peu plus de 50%. Un peu plus de 50%. Est-ce que tu penses qu'il va perdre des parties, Peter Leko ? Oui, il va avoir disons une partie perdue, 2 parties gagnées. Une partie perdue, 2 parties gagnées. Donc la formule à Linares, on la rappelle, il y a 6 joueurs, donc ça fait 5 adversaires pour chacun, et ils se rencontrent 2 fois, c'est un double rond, voilà, donc ça fait 10 parties en tout. Donc Peter Leko plus 1, oui, donc en fait ce que tu veux dire c'est Peter Leko solide, sans risque. Peter Leko, il n'est pas là pour perdre, il n'aime pas perdre. Donc, voilà. Alexei Chirov. Alexei Chirov, 2e, comme
Challenger de. Oui, c'est clair. Je pense qu'il va finir deuxième derrière Kasparov. Je pense que Kasparov et Chirov sont quand même largement au-dessus du lot. Alors après, on retrouve quelqu'un que tu connais bien, puisque tu l'as rencontré plusieurs fois. Il est jeune, il doit avoir à peu près ton âge, peut-être même plus jeune. C'est Alexander Grichuk. Eh oui, mais il doit faire ses preuves. On va voir, vraiment un bon examen pour moi. Je sais pas ce qu'il va, je sais pas de quoi penser. Je sais pas ce qu'il va faire dans son, je sais pas, je connais pas vraiment son niveau. J'arrive pas à voir. Alors, bon, il a fait quelque chose d'extraordinaire au championnat du monde, mais bon, moi j'ai pas été. Moi, je conduis évidemment, il n'a pas été très impressionnant, mais il joue quand même, et il joue pas mal, mais. Je sais pas, il a beaucoup d'élo quand même, je trouve. Il est arrivé très vite, très haut, et je sais pas, je trouve ça un peu. Enfin, il doit faire ses preuves. Demi-finaliste des championnats du monde. Oui, mais quand beaucoup même. de semi-rapides, et il a eu des matchs. Elves qui bat Ivanchuk, qui joue contre Elves. Après, il joue... Oui, donc bon, alors là, c'est la loterie du championnat du monde, d'accord, mais il faut quand même avoir les nerfs solides, un bon niveau de jeu. Je crois que c'est avoir les nerfs plus solides que lui, je pense que c'est assez dur. Hein. C'est assez dur, donc nerfs très solides. Je l'ai vu Est-ce que tu le vois créer la surprise dans ce tournoi? Puisque c'est vrai qu'on l'attend, enfin, il fait partie des outsiders quand même. Non, moi je pense qu'il va souffrir, c'est clair. Un tournoi de ce niveau avec Leko, Chirov et Kasparov, bon, je crois qu'ils vont le voir. Même Karpov, ils vont le voir arriver, ils vont se préparer. Il n'a pas encore assez d'expérience, il faut qu'il apprenne d'abord dans ces grands tournois. S'il peut... Bon, le dernier joueur quand même, qui est une joueuse, il s'agit de Judith Polgar. Que je connais bien aussi. Donc, ouais, Judith Polgar, je sais pas, je pense qu'elle va souffrir. Oui, donc pronostic de classement dans ce tournoi, Laurent? Donc disons Kasparov, Chirov, Leko. Karpov, Polgar Grichuk vers la fin. Polgar et Grichuk ex aequo à la dernière place. D'accord, alors donc de toute façon, la semaine prochaine, eh bien, on aura un aperçu de ce début de tournoi avec les 2 premières rondes qui auront été jouées. Donc on verra si tes pronostics se confirment. On rappelle que tu avais pronostiqué Anand 2e à Vishkanzi. 4 rondes avant la fin, alors qu'il était à ce moment-là 5e ou 6e du classement. Oui, voilà. Et que tu avais eu raison. Donc Laurent, très bon pronostiqueur. Donc on te remercie en tout cas pour l'analyse et pour les pronostics. Et puis à bientôt dans une prochaine émission de Diagonale. Merci à toi de m'avoir invité.